Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire intitulé Le financement de demain, qui sera animé concomitamment par Arnaud et Romain de l'entreprise CrowdCube, ainsi que par Chamim et moi, avocate au sein du cabinet Bold Avocat. Je vais laisser Arnaud et Romain se présenter en premier, puis on se présentera avec Chamim avant de vous expliquer les règles et le déroulement de ce webinaire. Enchanté, donc je suis Romain de l'entreprise CrowdCube. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'organisation de ce webinaire ensemble avec le cabinet Bold avec qui on travaille et qu'on apprécie. Du coup, je m'occupe du marketing pour l'Europe chez CrowdCube. Et donc, CrowdCube est présent. Donc, on a 3 bureaux, un bureau en Angleterre à Londres, un bureau à Barcelone et un bureau à Paris, donc dans le 18e à la Marque. Donc, je vous invite, après le webinaire, à reprendre contact avec nous si vous voulez passer. Et je laisse Arnaud se présenter. Bonjour à tous, merci de vous être connectés. Du coup, moi, c'est Arnaud, chez CrowdCube depuis 3 ans, basé à Paris. Je suis dans l'équipe commerciale et mon job chez CrowdCube, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Donc, il y a une grosse partie de découverte du besoin. Est-ce qu'on parle d'une levée de fonds en primaire, en secondaire? Qu'est-ce qu'on vient un petit peu financer? Quel est le use of funds? Comprendre le besoin et voir dans quel cadre CrowdCube peut s'intégrer à ces tours de table-là. Bonjour à tous, je me présente, je suis Chamim, avocate en Corporate M&A Private Equity au sein du cabinet Bold et j'accompagne les dirigeants dans leurs projets, on va dire, de société, de la création au lever de fonds jusqu'à l'exit. Enchantée, donc moi c'est Anna, je fais partie du cabinet Bold dans l'équipe Corpo Private Equity comme Chamim. Pour rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, Bold est un cabinet d'avocats innovant qui repose sur un business model distinct des cabinets traditionnels en proposant un abonnement juridique illimité et en intervenant sur tous les aspects du droit dont peuvent avoir les besoins les startups et les dirigeants, que ce soit en droit social, en fiscal, contrat, notamment sur des sujets d'IP et d'IT, en contentieux et en corporate, notre domaine d'intervention avec Chamim. Au-delà de l'abonnement, qui permet de traiter les demandes quotidiennes des startups, le cabinet vous accompagne également sur vos levées de fonds et sur vos exits ou cessions, dont nous allons parler dans ce webinaire, via des forfaits. Pour ce qui concerne les règles, donc il y a un chat qui est activé si vous souhaitez nous poser des questions. Les questions seront principalement traitées à la fin du webinaire. Et pour précision, on va vous faire une présentation générale du sujet, mais dans la mesure où il est très large, nous restons évidemment disponibles après ce webinaire pour échanger si vous le souhaitez. Donc Arnaud, Romain, je vous laisse la main pour parler de la plateforme CrowdCube. Parfait. Donc, CrowdCube est une plateforme de financement participatif, donc on fait de la crowd equity. La plateforme existe depuis 2011 en Angleterre et pour la petite histoire, en fait, à l'époque, les deux fondateurs historiques de CrowdCube étaient devant la télé en train de regarder qui veut être mon associé, donc Dragon's Den en Angleterre, et ils se sont dit tiens, j'aimerais bien investir dans ces entreprises. Ils se sont rendus compte que c'était réservé en fait au monde des investissements professionnels et ils se sont dit il faut qu'on change ça. Donc c'est comme ça qu'ils ont créé en fait comment ils ont créé CrowdCube à l'époque. Donc 2011 en Angleterre, en Europe depuis 2017. Et voilà, et maintenant, la crowd equity, le financement participatif, fait vraiment partie de tous les outils pour les entreprises pour lever des fonds. C'est vrai qu'à une époque, c'était vu un peu comme un parent pauvre du financement, mais maintenant, c'est vraiment un outil. Et on va essayer, pendant ce webinaire, de vous expliquer pourquoi il y a le côté financier et aussi le côté marketing, l'intérêt des levées en crowd equity. En quelques chiffres, on a quasiment 2,2 millions d'investisseurs qui sont enregistrés sur la plateforme. On a travaillé avec 1200, 1300 entreprises et comme certaines d'entre elles ont levé plusieurs fois sur la plateforme, on a opéré 1700 levées de fonds en tout pour un total de 1,6, 1,7 milliard levés. Ça fait beaucoup d'investisseurs enregistrés, ça peut faire parfois des opérations avec plusieurs milliers d'investisseurs. Donc, il y a le sujet qui revient en premier souvent, c'est comment est-ce qu'on structure ces opérations-là. On a un véhicule dédié qui va permettre de regrouper tous ces investisseurs, que vous en ayez 10, 100, 1000, ou je vous le souhaite parfois quelques dizaines de milliers. On va à la fin avoir qu'une seule ligne sur la table de capitalisation. On va s'occuper de toute la partie juridique. On reste une plateforme qui est régulée, donc il faut faire toutes les vérifications de profil, la partie KYC pour ceux qui sont familiers avec ce terme, les vérifications anti-blanchiment d'argent et on va gérer également tous les transferts de fonds avec notre prestataire de paiement. Voilà.
Pour insister juridiquement sur ce qu'a dit Arnaud, en fait, juridiquement, vous avez un véritable intérêt à du coup procéder via un véhicule d'investissement parce que vous allez avoir une table de capitalisation qui est clean. Et ça, c'est un véritable avantage, que ce soit en termes de gestion day-to-day ou pour la mise en œuvre de vos opérations de plus grande envergure. Par exemple, au day-to-day, il y a de nombreuses décisions qui relèvent en fait de la compétence des associés et qui impliquent donc d'être portées à la connaissance de ces associés et d'être votées par elles. Et il est beaucoup plus facile en termes de gestion administrative d'envoyer des documents à une seule personne et de recueillir la signature ou le vote d'une seule personne plutôt que d'aller chercher chacun de vos associés pour qu'ils votent ou leur en transmettre en fait les documents qui relèvent du droit d'information légale. De même, en cas d'exit, lors de la mise en œuvre d'une cession, il est beaucoup plus simple de négocier avec une seule personne, de recueillir la signature du SPA d'une seule personne, plutôt que plusieurs. Et par exemple, si on souhaite mettre en œuvre la clause de drag-along qui implique de recueillir certains seuils, il est plus facile de recueillir l'accord d'une personne qui représente un pourcentage important sur la table de capitalisation, plutôt que d'avoir une multitude de petits investisseurs qui représentent chacun 1% ou moins et d'obtenir leur accord. On va pouvoir maintenant parler du financement primaire. Donc, pour rappel, le financement primaire, ça correspond à l'apport de nouveaux capitaux dans une entreprise. Donc, c'est une opération d'investissement au cours de laquelle l'argent apporté par les investisseurs va directement dans les caisses de la société pour lui permettre de développer son business, sa croissance, recruter de nouveaux profils, par exemple. Donc, juridiquement, pour nous, ça se traduit ça se traduit par l'émission d'actions nouvelles qui sont directement attribuées à l'investisseur en échange de l'argent qu'il verse au sein de la société. Parfait. Et donc, du coup, moi, je vais rebondir un peu là-dessus. Il y a bien sûr le côté enjeu financier versus l'enjeu opérationnel. Sachant que voilà, quand vous allez lever des fonds avec CrowdCube, il faut aussi voir le côté marketing, c'est-à-dire qu'il y aura l'argent d'un côté, mais il y a vraiment aussi le côté très intéressant pour toutes les entreprises qui sont un peu B2C, qui ont une communauté, d'aller engager cette communauté pour aligner les intérêts. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez avoir levé des fonds avec vos utilisateurs, vous allez avoir une baisse du churn, vous allez avoir plus de recommandations parce que voilà, les gens maintenant sont actionnaires, donc portent votre entreprise. Et c'est vraiment, voilà, il faut tourner ça. C'est souvent quand je travaille avec les startupers, je leur dis, voilà, c'est un peu une chance que vous permettez à votre communauté de rejoindre l'aventure. Et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pousser et ça va vraiment complètement changer la façon dont vous opérez votre business. On a comme belle référence en Europe, en France, des boîtes comme Lavi, donc il y avait vraiment une communauté très engagée. On a travaillé avec Finari, pareil, avec des levées records hyper rapides parce que voilà, leur communauté était très engagée, donc vraiment ont voulu participer. On a Gringot qui réalise encore une opération avec nous, là, qui vient de revenir, et des boîtes aussi comme Playtomic, donc une application B2C de réservation de paddle qui ont fait des très belles opérations en engageant leur communauté. Okay. Et par exemple, comme ticket moyen sur CrowdCube, Arnaud, Romain, qu'est-ce que vous avez l'habitude de voir? Ça va dépendre de ce que fait l'entreprise. Il y a des domaines comme les fintech, par exemple, où on va être aux alentours des 1000, 1500 euros. Et pour les entreprises un peu plus consumer, D2C, on va être aux alentours des 350, 500 euros. Ça, c'est les tickets moyens. Ensuite, il y a les tickets d'entrée. Et pour rebondir sur ce que disait Romain, je pense qu'on est vraiment venu complètement tuer et abaisser cette barrière à l'entrée, puisqu'on peut investir dans une entreprise sur CrowdCube à partir de 10 euros. Donc, on revient vraiment sur cette capacité à faire des opérations de parfois plusieurs milliers d'investisseurs qu'on va gérer pour l'entreprise. Et il faut vraiment penser ces opérations comme une opération où on mène de front un aspect un peu marketing, de rétention de ses clients, mais également d'acquisition, parce qu'on va aller forcément aussi lever des fonds auprès de la base étendue de CrowdCube en Europe. Et de le penser aussi forcément comme une opération financière, puisque in fine, on lève des fonds. Voilà. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que souvent les fondateurs vont nous demander, aux fondatrices, vont nous demander de mettre un ticket plutôt vers 500 euros pour essayer d'aller tirer la levée vers le haut. Et on leur dit vraiment non, il faut aller chercher tout le monde, ça va aller vraiment. Et c'est plus voilà, prendre l'opération de Crowd Equity comme une vraie OP marketing et aller animer sa communauté tout au long de la levée pour aller chercher tous les tickets. Et un ticket à 10 euros, honnêtement, peut être aussi bénéfique qu'un ticket à 1000 euros parce que voilà, sur la long tail, ça va vraiment, sur la durée de vie de votre entreprise, être une très bonne chose à faire. Merci beaucoup. Et donc, une fois que vous avez réalisé votre roadshow avec CrowdCube par justement l'engagement de cette communauté, Bold va intervenir sur tout ce qui est la partie juridique avec la rédaction de la documentation corporate et contractuelle.
Pour explication, la documentation corporate, c'est tout ce qui relève du juridique lié à la levée de fonds avec la réalisation de l'assemblée et le vote pour l'augmentation de capital avec l'émission des actions nouvelles et la signature des bulletins de souscription. Il y a également une documentation contractuelle, ça va être tout ce qui relève du pacte et les négociations qui en découlent. Voilà. Là, ici, pour rebondir, parce que c'est une question qui revient souvent, qu'est-ce que Crowdcube va gérer sur la partie juridique versus qu'est-ce que l'entreprise doit gérer ou avec qui elle doit s'entourer pour gérer la partie que nous, on ne va pas forcément prendre. Nous, on va s'occuper de la partie juridique liée au lancement de l'opportunité et du deal sur la plateforme et de la revue de la documentation juridique et de la documentation de closing. Il est important, on vous le conseille fortement, si vous n'avez pas de juriste en interne, de vous entourer de Bold pour rédiger les PV relatifs à l'augmentation de capital, le registre des actionnaires et tous les documents, finalement, les documents corporate similaires. Voilà. En effet, nous sommes là pour vous accompagner durant votre levée. Notamment, la première chose que vous allez avoir à négocier dans le cadre de votre levée de fonds, ça va être la term sheet. La term sheet, c'est un document qui prépare un petit peu le pacte d'associés. Il y a 2 clauses, par exemple, qui vont être importantes à négocier. Ça va être tout d'abord la clause de liquidation préférentielle. C'est une clause qui a vocation à jouer en cas de cession de la société. Elle vient déroger en fait à la répartition du prix au prorata entre les associés et prévoit une répartition du prix par rang de préférence, ce qui permet aux investisseurs d'être désintéressés en priorité en cas de cession. Les modalités de rédaction de cette clause sont importantes pour les fondateurs car certaines rédactions peuvent être moins favorables et il est important d'être alerté sur les pratiques de marché. Une autre clause importante, ça va être les clauses de leaver. Ce sont des promesses de cession auxquelles s'engagent les associés opérationnels, donc notamment les fondateurs, par lesquels, du coup, ils vont, en cas de réalisation de certains événements, être obligés de céder leurs actions à un prix décoté. L'objectif est en effet de protéger le projet dans la mesure où des événements qui peuvent survenir et qui déclenchent les clauses de leaver sont des événements qui sont défavorables et qui sont souvent du fait des fondateurs, mais il est important de trouver un équilibre entre les intérêts en présence. Maintenant, nous allons pouvoir discuter du financement secondaire. Ok, alors le marché du secondaire, contrairement à ce qu'on a vu dans la première partie, ça correspond à l'achat et à la vente de titres qui existent déjà au sein de la société. Donc, ce n'est pas des actions nouvellement émises. Ici, il n'existera pas de création de nouveaux titres. L'argent de l'investisseur ne va pas dans les caisses de la société, mais ça va être versé, par exemple, à un associé, un investisseur existant. Donc, en fait, il s'agit du cas où un associé ou un investisseur existant va céder une partie de ses titres à un nouvel investisseur qui va se porter acquéreur. Et donc, cet argent-là, il va être versé au cédant et pas à la société. On va distinguer 2 types d'opérations secondaires. Donc, les opérations dites de secondaire direct, c'est lorsqu'il y a une vente des titres d'un fondateur pour lui permettre de bénéficier d'un peu de liquidité ou les titres d'un salarié qu'il aura reçu suite à l'exercice de ses BSPCE et qui va céder par la suite. On a aussi l'investissement secondaire indirect. Donc là, la transaction, elle va porter sur des parts qui sont détenues par un véhicule d'investissement type SPV ou fonds. Et c'est sur ces 2 types d'opérations que va se poursuivre ce webinaire. Et du coup, pour enchaîner là-dessus, c'est vrai que la plateforme de Crowdcube a été vraiment connue pour le côté primaire, donc la crowd equity avec, vous ouvrez à votre communauté et les gens investissent. Et il y a vraiment une évolution de notre plateforme. On l'a vu là, sur les 6 derniers mois en Angleterre, on a réalisé plus d'opérations de secondaire que sur les 10 dernières années. Donc, c'est vraiment un marché qui est en train d'exploser. Et en termes de contextualisation du marché, pourquoi est-ce que ça explose en ce moment? C'est que voilà, les sorties, exit et tout ce qui est IPO sont plus compliqués. Et voilà, on a vu que les dates des IPO mettent beaucoup plus longtemps à arriver sur le marché ces derniers temps. Et donc, le secondaire va permettre d'offrir de la liquidité aux fondateurs, comme tu l'expliquais, aux business angels ou aux employés. Le but du jeu, c'est souvent de réaligner un peu l'equity story avec des gens qui sont rentrés très tôt et qui ont passé X années sur la cap table et qui voudraient rendre liquide leur part, ou aussi bien au niveau des employés. Et là-dessus, il y a un point qui est très important en ce moment, c'est sur le côté rétention des talents. On sait que c'est un sujet qui touche beaucoup les entreprises en ce moment. Et l'avantage avec de mettre en place un plan de secondaire, c'est que vous pouvez mettre des événements de liquidité tous les X mois et ça va permettre soit de garder des talents dans votre entreprise ou de venir
amener d'autres talents qui vont vouloir rejoindre. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu, tu parlais des BSPCE, on a vu quand même souvent beaucoup d'employés qui ont été riches sur papier. Mais voilà, comment est-ce qu'on amène de la liquidité là-dessus? Et donc voilà, donc c'est là où on pense que nous, le marché secondaire va vraiment évoluer de plus en plus. On le voit là, toutes les semaines, il y a une annonce sur le secondaire. On a des très belles annonces qui arrivent, nous, chez Crowdcube, sur lesquelles on va bientôt pouvoir communiquer. Et notre plateforme permet vraiment, voilà, pour le fondateur ou les fondatrices de gérer vraiment de la liquidité pour tous les employés sur différents types de shares, différentes nationalités, différents countries. C'est vraiment ce sur quoi la plateforme évolue en ce moment. En effet, pour rebondir donc sur ce qu'a dit Romain, le mécanisme proposé par Crowdcube du secondaire présente un réel intérêt pour l'attribution de BSPC aux salariés, parce qu'en effet, ça va leur permettre de retirer un gain direct sans attendre la revente globale de la boîte, alors que habituellement, les BSPCE n'ont un réel intérêt pour les salariés que le jour où la boîte est cédée et qu'ils peuvent exercer et revendre directement leurs actions issues des BSPCE. Sinon, c'est des actions qui sont peu liquides. De notre côté, pour quelle forme ça va prendre, en fait, on va faire ça en 2 temps. On va, d'un côté, avec notre infrastructure technologique, on va être en mesure de collecter les intentions de vente, soit des employés, des investisseurs historiques ou des fondateurs. Ça va nous donner un montant un petit peu global de transactions. Et ensuite, dans un second temps, on va marketer l'opération, exactement comme ce qu'on fait sur une opération de primaire, où l'idée, c'est d'être listé sur la plateforme Crowdcube, d'aller, si on a envie, engager sa communauté pour, et là on revient un petit peu sur ces notions de marketing dont on parlait au début, on va engager sa communauté et on va se rendre visible aussi, on va faire de l'acquisition auprès de l'audience large Crowdcube. Donc, in fine, ça va juste rajouter une petite étape où on va collecter, nous, les intentions de vente d'un côté, on va marketer l'opération sur Crowdcube et la seule chose qui va réellement changer, c'est la provenance des actions. Voilà, l'idée, c'est de rester assez simple. Pour des niveaux de détails supplémentaires, on pourra en discuter plus tard. Et nous, de notre côté, en tant que conseil juridique, une fois que, on va dire, tous les paramètres économiques de l'opération ont été figés, notre travail de conseil, ça consiste quand même à effectuer d'abord une série de vérifications, notamment au niveau des statuts et du pacte d'associés, par exemple, qui aura été mis en place lors d'une opération primaire. On va regarder notamment les clauses qui limitent les droits de cession ou la possibilité de faire des opérations sur le capital. Donc, on a notamment les clauses d'agrément où les associés, par exemple, doivent donner leur accord pour l'entrée d'un nouvel associé au capital, le droit de préemption qui permet à certains associés qui sont déjà en place de bénéficier d'une priorité sur le rachat des actions cédées. Et souvent, on voit aussi les fondateurs qui sont soumis à une clause dite d'inaliénabilité. Souvent, cette clause, elle est assortie de ce qu'on appelle un droit de respiration qui va porter généralement sur 5% des actions que le fondateur possède. Et ça va lui permettre de pouvoir, dans une limite de 5% de ce qu'il possède, de pouvoir céder plus ou moins librement en fonction des autres clauses une partie de ses parts. Et lui permettre, par exemple, de bénéficier de certaines liquidités. Parce qu'en réalité, on met ces clauses vraiment en place pour éviter que le fondateur se désintéresse ou sorte de la société dans un moment où elle a besoin du coup du porteur du projet pour se développer au mieux. Et ensuite, une fois que toutes les vérifications elles sont faites, il est nécessaire de demander du coup l'accord des associés existants de renoncer aux droits qu'ils tirent du pacte afin de pouvoir mettre en œuvre cette opération de secondaire. Ce qu'il faut aussi, ce qui est aussi, sur quoi aussi va se porter notre attention. Nous, on a eu le cas il n'y a pas très longtemps dans une opération où l'investisseur rentrait par une opération d'augmentation de capital, donc les capitaux allaient directement dans la société et une autre partie de sa prise de participation se faisait par rachat des actions issues des BSPCE que les salariés ont exercées. Donc, en fait, ces actions-là qui sont issues des BSPCE, ce sont des actions ordinaires. Sauf que lorsqu'on est dans une opération, par exemple, une deuxième levée de fonds, généralement, l'investisseur met au pot et a des actions qui ont des préférences dites contractuelles. Donc, il va bénéficier d'un meilleur rang dans la liquidation préférentielle ou il va bénéficier, par exemple, d'un rang prioritaire sur le droit de préemption. Et il va vouloir que les actions ordinaires soient relabellisées comme les mêmes actions par lesquelles il investit dans la société par la levée de fonds. Exactement. Et
Pour revenir peut-être avant de parler de timeline, c'est Ouais. juste, en gros, c'est pour ça que, vous voyez, tout paraît simple, mais le plus tôt vous faites accompagner par Bold, et le mieux, voilà, vous aurez les réponses à vos questions, parce qu'il y a quand même pas mal de petites particularités, et le plus tôt on est accompagné, donc c'est pour ça que je vous invite à essayer de prendre contact avec eux dès que vous avez des questions pour essayer de créer cette relation, parce que ça vaut le coup. Et de l'autre côté, c'est que nous, on est quand même une plateforme, on est une plateforme régulée, parce que ça reste de l'investissement. Donc c'est vrai que vous avez une communauté engagée, aller parler à sa communauté, c'est bien, mais faire de l'investissement, c'est quand même quelque chose qui doit être, voilà, qui doit être réalisé sur une plateforme. Et nous, on est régulé en France, en Espagne et au Royaume-Uni. Et voilà, c'est pour ça qu'on le rappelle toujours, voilà, c'est bien de travailler avec des plateformes régulées, parce que voilà, c'est sur ce côté-là. Et peut-être, je sais pas, Arnaud, si tu voulais parler un peu de timeline en termes de levée. Moi, je Oui, parle. oui, j'allais vous dire, de votre côté, ça prend combien de temps, par exemple, si quelqu'un veut se lancer avec Crowdcube pour faire une levée de fonds, par exemple, combien de temps ça prend de votre côté toute l'opération? Moi, je parle souvent de la règle des 3 mois. Comme ça, c'est facile à retenir. Il y a 1 mois de préparation au cours de laquelle on va faire à la fois la due diligence et on va établir un petit peu les stratégies marketing à mettre en place pour tirer le maximum de cette opération. Ensuite, il y a 1 mois maximum de campagne. Ça peut être quelques heures, mais au maximum, ça sera 1 mois où la campagne est en ligne sur la plateforme. Et ensuite, 1 mois de closing, de clôture, où on va finaliser la documentation juridique avec vous, on va finaliser les KYC, on va finaliser les vérifications anti-blanchiment d'argent et la gestion des fonds et des paiements entre nous et l'entreprise à la fin à qui nous verserons les fonds. Donc voilà, c'est souvent moins que ça, mais je pense que c'est bien d'avoir un chiffre rond en tête et de partir sur une timeline qui est de 3 mois. Et après, voilà. Après, vous avez l'équipe portfolio qui va vous accompagner. Et là, c'est pour la vie, sachant que vous avez votre ligne dans le véhicule. Et après, on pourra vous revoir. C'est vrai que nous, ça nous arrive souvent de travailler avec une entreprise sur une levée en primaire, de refaire une levée en primaire quelques temps plus tard. Et après, même réfléchir ensemble à une opération secondaire. C'est quelque chose qu'on peut activer. Et pour conclure peut-être sur un chiffre fort, on vient de travailler avec l'entreprise Bitstack qui a réalisé une levée avec 8200 investisseurs en moins de 24 heures. Donc ça, c'est pareil, ça paraît sur le papier, c'est impressionnant, mais nous, c'est quelque chose qu'on peut faire grâce à la plateforme. Et juste, donc 2026, nous, c'est une année qui démarre très bien, mais juste sur 2025, pour un rappel, en Europe, c'était 59 opérations sur Crowdcube réalisées en 2025. Je ne sais pas si Chamim… Moi, j'allais compléter, j'allais dire que vraiment, c'est top d'avoir une plateforme qui permet de réunir des investisseurs parce que c'est vrai que quand on est au stade du développement de notre société, qu'on va chercher des fonds, on se dit, on va demander à plusieurs personnes et en fait, on ne se rend pas compte qu'on multiplie les lignes sur notre table de capitalisation et que si on le fait à chacune des étapes, par exemple une levée seed, une série A, série B, on va se retrouver avec une table de capitalisation qui est très éparse. Et en fait, au fur et à mesure du temps, aller courir derrière toutes les personnes pour avoir leur accord, ça peut être très compliqué, ça peut bloquer et ralentir énormément une opération. Ça, je pense que peut-être les dirigeants ne l'ont pas en tête dès le début. Parce que ils cherchent l'investissement et pour eux, c'est ce qu'il y a de plus important à l'instant T. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut se retrouver sur une table de capitalisation où quelqu'un est à l'autre bout du monde, quelqu'un n'est pas joignable. Et c'est vrai que, par exemple, pour déroger au pacte d'associés, qui est un accord conclu, on va dire, avec tous les associés normalement de la société, il faudra l'accord de tout le monde pour y déroger. Et c'est vrai que dans la situation où on passe par Crowdcube pour réunir tout le monde, ça serait beaucoup plus simple en termes de gestion et on est sûr qu'au moins, on aura une réponse pour les opérations souhaitées. Merci beaucoup à tous. Donc, évidemment, on reste disponible si vous souhaitez approfondir et on va regarder un petit peu les questions dans le chat et on va tenter d'y répondre. Alors, par où on commence ? Il y a une question de Johan, je pense que c'est plus pour vous. Combien d'investisseurs en moyenne et quel montant moyen levé sur vos opérations? En moyenne, le montant levé, c'est aux alentours des 400-500 000 euros. Et le nombre d'investisseurs, ça va quand même beaucoup varier en fonction du type de l'entreprise. Donc, si on est sur des tickets moyens à 1000, on va tourner aux alentours des 400-500. Si on est aux alentours des 500 euros, ça va être le double. Mais en moyenne, le montant, c'est aux alentours des 400-500 000 euros. Et après, c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup, enfin, on a travaillé avec Revolut et on va travailler aussi avec des petites fintech qui sont plutôt seed. Donc, c'est un peu dur aussi les moyennes parce qu'on a vraiment travaillé avec pareil, on avait fait une levée avec Pronto
qui avait levé 500 millions d'euros et qui venait juste chercher une petite poche supplémentaire. Donc, c'est pour ça que nos moyennes sont un peu faussées. Mais Johan, n'hésite pas à rentrer avec nous en contact pour après voir en fonction de ton entreprise, essayer de regarder un peu ce qu'on a dans nos personnels et pour essayer de voir ensemble. Alors, ensuite, est-ce que cela est adapté pour rassembler les salariés de l'entreprise? La question de Jean-François est peut-être plus pour vous. Ah, oui, enfin, pour nous, ça peut être aussi très bien et on le voit souvent dans des sociétés où les salariés d'une entreprise sont regroupés dans un véhicule. Oui, ça peut être bien, mais je pense que c'est quand même plus simple, par exemple, un salarié de l'intéresser premièrement en BSPCE que de les mettre dans un véhicule, dans un véhicule à part. Ouais, c'est ce que je veux dire, parce que nous, sur CrowdCube, les gens, ils vont quand même investir directement. Donc, il y a un débit qui se fait concrètement. Là où les BSPCE, c'est un droit d'exercice futur, donc il n'y a pas forcément besoin de décaisser à l'instant T. Donc, juste pour les salariés, ce n'est pas forcément pertinent à ce stade. Par contre, c'est pertinent de travailler avec Bold pour la documentation liée au BSPCE. Et là où ce sera intéressant de travailler avec CrowdCube, c'est plutôt ce que je souhaite à tous les fondateurs et fondatrices d'entreprise, c'est dans quelques années, une fois que l'entreprise sera bien développée, pour essayer de rendre liquide ces BSPCE, c'est là où créer une opération de secondaire sur CrowdCube permettra d'amener de la liquidité pour ces personnes. Mais c'est un peu tôt. Oui, pour rebondir aussi, effectivement, ce que disait Shamim, si c'est des salariés que vous avez de très récemment, il n'est pas forcément effectivement opportun de les mettre directement dans un véhicule d'investissement. Il vaut mieux attendre d'être certain que ces salariés vont rester un petit moment avec vous avant de les faire rentrer dans un véhicule. Donc, les BSPCE, c'est un bon moyen, effectivement. Moi, j'ai la question de Rémi qui peut être intéressante. Du coup, sur le SPV, c'est comme un SPV simplifié en gros. Donc, nous, on n'appelle pas ça. Alors, c'est la même logique qu'un SPV. On va regrouper tous les investisseurs en une seule ligne sur la cap table, mais on passe par notre véhicule de droit anglais qui est un nomini. Il ne faut pas avoir peur de ça. Finari, Conto, Bitstack. Ce véhicule est à la cap table de tous ces acteurs-là. La différence majeure, c'est que ce n'est pas un véhicule qui sera créé ex nihilo, qu'on va créer pour l'opération. Il faut le voir un peu comme plutôt un véhicule dans lequel on va avoir des silos distincts par opération qui nous permet de bien traquer chaque opération et qui détient quoi, etc. Donc, ce n'est pas un SPV dans la mesure où ce n'est pas quelque chose qu'on crée pour l'opération, c'est un véhicule qui est déjà créé et dans lequel on va être capable de segmenter, de savoir exactement quelle opération et quelle opération. Je pense que vous avez quelques autres questions. À quel stade de l'entreprise pour lever avec CrowdCube? Est-ce que vous avez un stade de développement ou chiffre d'affaires obligatoire ou pas? Je vais répondre là-dessus et je vais la merger avec la question d'Emmanuel qui dit est-ce qu'il y a des secteurs d'activité privilégiés ou proscrits. Alors, c'est juste, je vais dire, en fait, ça dépend déjà de qu'est-ce que vous faites et est-ce que vous avez une communauté. On va plus aller sur le côté communauté, c'est-à-dire que quel secteur d'activité, ça va dépendre juste, est-ce que vous avez une communauté? Et en termes de seed, early ou pas, c'est à partir de quel moment vous avez une communauté ou une communauté élargie. Ça peut être un fondateur qui a beaucoup de réseaux. C'est plus ce côté-là. En fait, pour aller kickstarter une levée chez nous, il va quand même falloir qu'on puisse aller adresser d'abord votre communauté. Et la magie va opérer quand une fois qu'on a activé votre communauté, on va venir ajouter notre communauté d'investisseurs sur notre plateforme qui est une plateforme de curation où tous les jeudis, on va envoyer la newsletter avec voici les nouvelles levées actives sur la plateforme. Mais voilà, on va vraiment, il faut juste, c'est le côté friends and family. Alors, il peut être fait sur CrowdCube, mais il faut quand même, il y a quand même un moment où il va falloir que vous ayez des personnes à adresser qui connaissent votre service et qui vont rejoindre la levée. Sur la première question de Yann, est-il possible de lever via un BSR sur CrowdCube? La réponse est oui. On peut lever soit en BSAR, soit en obligation convertible en action, soit en equity classique. Ça, c'est une bonne question parce que le BSR, c'est juste un contrat et on va appliquer les conditions du contrat en fait, au véhicule et on va lever de l'argent sur ces conditions-là. À quel stade de ça tu as répondu? Alors, quelle est l'attitude des banques traditionnelles par rapport au crowdfunding, surtout si on souhaite également lever de la dette? Alors, je ne vais pas trop m'engager sur les banques parce que voilà, c'est un secteur aussi régulé et je les laisse répondre pour moi. Mais non, sur le côté, quand vous faites une levée, vous voulez aller séduire des BA ou séduire même un fonds, faire une levée en crowd equity qui fonctionne, ça peut être aussi pareil un beau moyen d'aller confirmer
l'attraction de votre produit, l'attraction de votre communauté. Et on a souvent vu ça des fondatrices qui venaient chez nous, qui réalisaient une très belle opération de crowd equity et qui derrière nous disaient « Ah ben ça m'a débloqué beaucoup de portes ». Donc je ne pense pas qu'une banque, quand vous allez voir, elle leur dit que vous avez 600 000 € avec votre communauté, je ne pense pas qu'une banque va dire ah, c'est un mauvais signal, je vois plus de ça comme un signal positif. Après, est-ce que le compte sur de la dette, je peux pas répondre là-dessus. Mais par contre, sur le côté fonds, discussion, essayer d'accélérer, c'est vraiment une très bonne nouvelle et ça montre juste, voilà, c'est vrai qu'on passe notre vie en tant que start-upper à démontrer des PowerPoint, des visions, de se projeter. Ben, la crowd equity permet vraiment sur une belle levée en financement participatif de montrer bon, ben, voilà, tout ce que j'ai dit, tout ce qu'on voit nous, ben, ça le confirme. Donc c'est plutôt, voilà, moi, je trouve que c'est plutôt quelque chose qui peut être très positif pour vous aider à lever des fonds. Surtout que nous aussi, on le voit lorsqu'on négocie, qu'on arrive dans des stades de levée de fonds. Souvent, les investisseurs ne veulent pas être le seul à y aller, ils veulent être accompagnés. Donc, en vrai, c'est vrai que c'est rassurant et je me dis, ça doit être exactement pareil pour une banque d'investissement. Ça peut que la rassurer de voir qu'il y a un investissement en parallèle qui se fait, que ça soit en direct ou via du crowdfunding. Et c'est vrai que sur l'exemple de Revolut, bon, parce que c'est une des belles fintech anglaises qu'on a vues sur la plateforme et enfin, voilà, les multiples sont complètement dingues. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires sur LinkedIn qui tournent par rapport à cette levée-là. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, quand ils ont levé chez nous, c'était encore un petit produit avec une petite communauté. Et ils avaient quand même des gens hyper engagés qui sont venus mettre de l'argent. Enfin, on est sur de l'investisseur grand public. Donc, c'est quand même un signal très fort sur l'appartenance, enfin, l'amour qu'il y a vers le produit ou vers le service. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient renforcer tous les decks. Vous aurez vraiment quelque chose de concret à montrer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Ben là, on arrive au bout. Alors, d'accord, bien compris. Moi, je suis en B2B. Ouais. Alors, le B2B, c'est… alors, nous, on va faire une majorité de B2C, ça c'est vrai. Je dirais à hauteur de 70-80%, ça doit être du B2C. On fait quand même du B2B aussi, hein. La chose qui sera la plus importante, et Romain l'a dit un petit peu plus tôt, c'est est-ce qu'il y a une communauté, est-ce qu'il y a quand même cette capacité d'aller construire un petit peu de traction. On peut faire du B2B et il y a certains fondateurs qui ont déjà une très belle audience sur LinkedIn, qui sont des gens qui sont très écoutés. Donc ça peut, c'est pas quelque chose qu'on va balayer d'un revers de la main. On va en effet de facto faire plutôt du B2C, mais on fait aussi du B2B, et notamment au UK où ça marche aussi très bien parce que c'est un marché qui est très mature. Et voilà, et pareil, c'est dans les premières réunions qu'on va faire marketing, entre parenthèses, j'essaie vraiment à chaque fois de discuter avec les créateurs et créatrices sur quel est votre réseau et votre réseau étendu. Parce qu'on est passé par un accélérateur, on a travaillé dans une boîte. C'est vraiment aller chercher le réseau étendu. Et c'est vrai que sur du B2B, parfois, il y a des réseaux étendus, soit avec des fournisseurs. Donc, on ne va pas le voir comme une communauté, mais vous travaillez avec des fournisseurs qui vous connaissent, qui connaissent votre produit. Vous travaillez, voilà, c'est vraiment aller voir ce réseau étendu et on va ensemble essayer de réfléchir, sachant que nous, on est intéressés, il faut que les levées marchent. C'est comme ça qu'on est rémunéré. On n'en a pas parlé, mais… Et donc, du coup, nous, on n'a pas intérêt à rentrer le plus de deals possible sur la plateforme. Ce qu'il faut, c'est essayer de voir ensemble les deals qui ont une appétence pour ce type de levée. Ouais, moi, j'ai une petite question pour pouvoir répondre à Nicolas. Lorsque vous êtes sur notre table de capitalisation en tant qu'associé et qu'on a une décision à vous soumettre au niveau de la société dans laquelle vous avez investi, comment se passe, par exemple, le vote? Par exemple, si vous devez donner votre avis sur une AGOA et l'affectation du résultat, on vous transmet la documentation et vous faites voter tous les gens en interne, ou comment ça se déroule? Oui, on a une équipe qui est dédiée à ça, l'équipe portfolio, l'équipe portefeuille. Juste parce qu'il y a une partie de la réponse à laquelle le véhicule lui-même et dans la manière dont on gère le véhicule répond. Le véhicule, ça reste un véhicule passif. Il n'y a pas de place au board. Ça reste quand même c'est très léger en termes de gouvernance. Il y aura les droits de vote et les droits aux dividendes pour lesquels nous, on a la tech de gérer. C'est-à-dire qu'on va donner une date butoir sur laquelle les investisseurs vont pouvoir voter et on transmettra la décision du véhicule directement ensuite à la société. C'est très simplifié, c'est très léger en termes de gouvernance et le véhicule n'a pas de place au board. Et donc, du coup, quand on parlait de la règle des 3 mois, il y a vraiment 1 mois de préparation, 1 mois de levée, 1 mois de closing. Et il y a vraiment aussi cette dernière brique qui est l'équipe portfolio qui va vous être introduite, qui va vous aider sur la fin de votre levée. Et après, du coup, vous avez, accès soit à votre base d'investisseurs sans problème pour créer un groupe WhatsApp, pour faire vivre cette communauté, envoyer le plus souvent possible des updates, vraiment comme avec des investisseurs professionnels, leur envoyer des updates avec ce qui se passe dans la boîte. Mais vous avez aussi cette équipe portfolio qui est là pour vous aider dans le quotidien sur toutes ces
choses législatives qu'il faut faire, ils seront là pour vous aider et vous avez un contact privilégié chez nous qui gère votre entreprise. Et vous serez rangé à côté de Revolut, à côté de Conto, à côté de Finari, dans le même véhicule avec une personne responsable pour vous. Et merci à toi, Rudy, pour tes questions. Oui, ça marche, merci beaucoup. Il y a d'autres. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Oui. Emmanuel Sabine-Popé. C'est la tokenisation. Alors, Arnaud, en tant qu'expert FinTech, va pouvoir nous répondre. Un expert FinTech, j'aime beaucoup la tokenisation, mais chez Crowdcube, on va être plutôt, si cette personne-là est familière avec les cryptos, la tokenisation, nous on sera quand même plutôt dans la TradFi, donc on fera que de l'equity, des BS, enfin des convertibles de manière générale, donc les BSR ou les obligations convertibles en actions. Mais à titre personnel, je suis très favorable, j'aime beaucoup l'idée de tokenisation. Et comme vous l'aviez dit, voilà, merci, super transition. Si on n'a plus de questions, je pense que c'est bon. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir vous remercier pour votre écoute attentive et pour votre participation. Merci beaucoup Romain et Arnaud pour votre participation, pour notre participation commune au webinaire. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Partagé. Merci de nous avoir invités, merci d'avoir préparé avec nous et puis n'hésitez pas, voilà, comme vous l'avez dit, hein, si vous voulez nous contacter, on est disponible et on sera. Vous avez tous nos mails qui s'affichent, donc n'hésitez pas, nous sommes disponibles. Merci à tous, merci Yann, merci Emmanuel, Rudy, Nicolas pour toutes vos questions. Il y avait Rémi aussi. Voilà. Et merci à tous. Merci à tous.